Depuis leur développement à grande échelle dans les années 1980, les turbocompresseurs sont connus comme l'une des solutions les plus utilisées pour l'accroissement des performances des moteurs essence ou diesel. Pièces maîtresses du mouvement connu sous le nom de downsizing, ils sont désormais utilisés sur la plupart des véhicules du marché. Cependant, et bien avant cette mode récente, les moteurs suralimentés par turbocompresseurs ont acquis la réputation d'être moins fiables que leurs homologues non turbocompressés, également parfois dénommés moteurs atmosphériques. Qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons maintenant voir en détail. Avant de répondre à cette question, il est essentiel de se pencher sur le principe de fonctionnement d'un turbocompresseur. Rappelons avant toute chose que la combustion d'éthanol, de gaz, d'essence ou de gazole réclame une certaine quantité d'air. Mieux, elle obéit systématiquement à la règle suivante. Il est nécessaire que le rapport entre la masse de carburant et celle de l'air, désigné comme comburant, tourne autour de valeurs fixes. L'admission d'air dans un moteur non compressé se faisant par l'aspiration provoquée par la descente du piston, il est aisé de comprendre que le volume d'air maximal qu'avalera le moteur sera directement dépendant de la cylindrée de celui-ci. Dans ce type de moteur, dit moteur atmosphérique, le volume de gaz brûlé et donc le couple maximal fourni reste donc plafonné à des valeurs dépendantes de la capacité du moteur à aspirer de l'air et donc à sa taille ou cylindrée. Pour obtenir plus de couple tout en respectant le rapport stoichiométrique, chercheurs et ingénieurs eurent rapidement l'idée de forcer le moteur à ingérer plus d'air qu'il ne le ferait par simple aspiration. Ce principe, connu sous le nom de suralimentation, est presque aussi ancien que le moteur à combustion interne lui-même. En effet, dès 1885, l'Allemand Gottlieb Daimler tentera de comprimer l'air en entrée de cylindre. Mais ce sera le Suisse Alfred Büchi qui déposera le premier brevet du turbocompresseur que nous connaissons aujourd'hui. Le principe est assez simple. Il s'agit d'un ensemble de deux turbines coaxiales enfermées dans des cavités non communicantes. La roue de la première turbine est entraînée par les gaz d'échappement du moteur. Un arbre permet de transmettre le mouvement de rotation à la roue de la seconde turbine. Celle-ci est alimentée en air frais. Cet air est compressé grâce au mouvement de la roue de la deuxième turbine, puis envoyé dans les conduits d'admission du moteur. La pression de l'air d'admission d'un moteur turbocompressé est donc supérieure à la pression atmosphérique. Pour assurer une combustion optimale, il suffit d'augmenter en regard le volume de carburant injecté. L'ensemble des composants en rotation tourne sur paliers dédiés. Deux types de paliers sont communément utilisés sur les automobiles actuelles. Les paliers lisses sont les plus anciens et les plus couramment utilisés dans les turbocompresseurs. Ils fonctionnent grâce à un film d'huile qui sépare les surfaces en rotation du turbo. Lorsque les pièces mobiles à l'intérieur du turbo se mettent en rotation, l'huile est entraînée entre les paliers, créant un film permettant de réduire la friction entre les surfaces en contact et donc de dissiper la chaleur générée par les frottements. Le deuxième type, les paliers à billes, sont de plus en plus utilisés dans les turbocompresseurs modernes. L'ajout de billes permet de réduire les jeux mécaniques entre les parties mobiles du turbocompresseur, ce qui se traduit par une meilleure stabilité du rotor et une meilleure précision de fonctionnement. De plus, et en comparaison des paliers lisses, les paliers à billes permettent de réduire les frottements, d'augmenter les charges admissibles et de résister à des températures plus élevées. L'utilisation d'un turbocompresseur permet d'obtenir, pour un moteur à cylindrée réduite, des performances équivalentes, voire supérieures en termes de couple et de puissance à celles d'un moteur non suralimenté de plus forte cylindrée. Le tout en permettant également, dans la majorité des situations de roulage, de préserver des consommations et des émissions inférieures. Bien que la suralimentation par turbocompresseur puisse sembler la solution idéale, vous allez voir que ce système comporte un nombre non négligeable de faiblesses. Première d'entre elles, il subit de manière continue de fortes contraintes thermiques et mécaniques.
Songez que les températures de fonctionnement de l'ensemble peuvent dépasser les 800 degrés centigrades. Toutes les pièces composant le turbocompresseur sont donc sujettes à des avaries multiples. Tout d'abord, les pales des turbines et du compresseur sont soumises à des vitesses de rotation extrêmement élevées. Songez que dans certains cas, elles peuvent atteindre, voire dépasser les 300 000 tours par minute. Ceci génère une force centrifuge considérable, les rendant particulièrement vulnérables à l'usure et aux contraintes mécaniques. Avec le temps, les turbulences de l'air ou encore des contaminants présents dans l'air aspiré peuvent endommager les aubes. De leur côté, les paliers du turbocompresseur, qu'ils soient lisses ou à roulement, sont soumis à des contraintes mécaniques élevées en raison de la rotation rapide des roues du turbo. Ces contraintes peuvent entraîner une usure des paliers, voire de l'arbre central. Lorsque l'usure des paliers ou le balourd des roues de turbine deviennent trop importants, cela peut entraîner des fuites d'huile et même la casse de plusieurs pièces, dont l'arbre central. La chaleur générée par le turbocompresseur et les cycles thermiques auxquels il est soumis peuvent affecter les joints d'étanchéité tels que les joints de l'arbre de turbo ou encore les joints de collecteur d'échappement. Des joints défectueux peuvent en cascade entraîner des fuites d'huile ou de gaz d'échappement, compromettant ainsi les performances du moteur et du turbo. Mais n'oublions pas, le but du turbocompresseur est, à terme, d'augmenter l'énergie de combustion à l'intérieur du cylindre. Ceci a donc pour effet l'augmentation des charges thermiques et mécaniques subies également par des pièces internes au moteur. Tout d'abord, l'augmentation de la température des gaz d'échappement due à l'augmentation de l'énergie dégagée lors de la combustion dans le cylindre peut avoir pour effet une accumulation de dépôts de carbone. Cette calamine finit généralement par se déposer sur les soupapes et au niveau des sièges de soupape. La présence de calamine à cet endroit peut mettre à mal l'étanchéité des soupapes et réduire d'autant la performance du moteur. Deuxième effet. Du fait de la présence d'un turbocompresseur et de l'augmentation de l'énergie générée par le moteur, le collecteur d'échappement va être soumis à des températures extrêmes. Tout au long de la vie du véhicule, les cycles thermiques répétés de chauffe et de refroidissement vont faire apparaître un phénomène peu connu du grand public, la fatigue thermique. Le mécanisme est le suivant. Lorsqu'un matériau métallique est chauffé, il se produit un phénomène d'extension que l'on nomme dilatation. Lorsqu'il est refroidi, à l'inverse, il se contracte. Chaque changement de dimension a pour effet la création de contraintes mécaniques à l'échelle microscopique à l'intérieur et à la surface du métal. Avec le temps et la multiplication des cycles de dilatation-rétractation, ces contraintes internes finissent par créer des fissures. Celles-ci peuvent, à la longue, s'étendre au point de provoquer, dans un premier temps, des fuites, puis à terme, la casse du collecteur d'échappement. Mais aussi, rappelons qu'implémenter un turbocompresseur a l'effet suivant. Plus d'énergie et donc plus de chaleur générée lors de la combustion. Et par là même, plus d'énergie calorifique à dissiper. Ce rôle étant dévolu au système de refroidissement du moteur, ce dernier voit donc augmenter le niveau des charges thermiques qui lui sont soumises. Et en corollaire, l'augmentation de la probabilité de fuite ou d'avarie d'un de ses nombreux composants. Pour finir, l'augmentation de la pression et de la température dans les chambres de combustion due à la suralimentation a pour effet de soumettre les pistons et les segments à des contraintes supérieures à celles visibles dans un moteur atmosphérique. Cela va à terme provoquer une usure accrue des segments. Dans les cas extrêmes, des dommages aux pistons ou à la chemise peuvent même être observés. Mais les pièces pouvant être impactées négativement en termes de fiabilité ne se limitent pas au turbo lui-même ou aux pièces internes au moteur. Car l'installation d'un turbo implique l'utilisation de nombre de composants supplémentaires. Parmi ceux-ci, penchons-nous sur le système d'intercooleur.
Il faut tout d'abord comprendre que le passage de l'air d'admission dans la deuxième cavité du turbo a pour effet la montée en température de celui-ci. La loi de Charles, également appelée loi des volumes, énonce que le volume d'une masse de gaz parfait est directement proportionnel à la température si la pression et la quantité de gaz restent constantes. Suite au passage dans le turbo et à l'élévation de sa température, le volume d'air brassé étant fixé, c'est donc la masse de cet air qui va varier. En d'autres termes, la densité de l'air diminue, ce qui signifie que moins de molécules d'oxygène par unité de volume sont disponibles. C'est là qu'intervient l'intercooleur. Un réseau de tuyaux permet d'acheminer l'air compressé vers cette pièce. Il s'agit d'un échangeur thermique dont le principe de fonctionnement est équivalent à celui d'un radiateur de refroidissement moteur, à ceci près que l'échange des calories se fait entre l'air compressé et l'air extérieur. En refroidissant l'air suralimenté avant qu'il n'entre dans le moteur, l'intercooleur permet donc d'augmenter sa densité. En d'autres termes, il permet d'assurer que le moteur dispose bien d'une quantité d'oxygène supplémentaire, objectif de la suralimentation. Pour comprendre maintenant pourquoi ce système est générateur de baisse de fiabilité, il faut se remémorer une des lois fondatrices de la sûreté de fonctionnement. Chaque ajout de composants à un système hors principe de redondance a pour effet la baisse de sa fiabilité. De là, il est aisé de comprendre que l'utilisation d'une multitude de tuyaux, d'urites, colliers et raccords pour le système de refroidissement de l'air compressé, auquel s'ajoute le turbo lui-même, ainsi que la kyrielle de pièces d'actuation des ailettes et les capteurs électroniques spécifiques, augmente donc la probabilité de fuite, de casse et de défaillance du système et réduisent in fine la fiabilité générale du véhicule. Autre cause et non des moindres expliquant des niveaux de fiabilité souvent problématiques sur les moteurs turbocompressés, l'ajout des pièces que sont le turbo lui-même ainsi que les composants périphériques dont nous avons déjà parlé augmente substantiellement les coûts de développement, d'industrialisation et de fabrication d'un véhicule. Le marché de l'automobile de tourisme étant parmi les plus concurrentiels au monde, les constructeurs se sont engagés depuis maintenant plusieurs décennies dans une course sans merci à la réduction des coûts. Ceci dans le but d'assurer, voire d'augmenter leurs marges et donc leur rentabilité. Il n'est dès lors pas difficile de comprendre que l'augmentation des coûts engendrée par la généralisation des moteurs turbo n'est absolument pas compatible avec les objectifs de rentabilité fixés par les états-majors des constructeurs. L'ersatz de solutions trouvées fut, pour la quasi-totalité d'entre eux, de rogner sur le nombre et la longueur des tests de validation, mais aussi sur le prix d'achat des composants utilisés pour la fabrication du turbo, du moteur, ainsi que de ses organes périphériques. Complexifier un système tout en rognant de manière continue sur les coûts d'achat et de développement. La recette pour la catastrophe étant toute trouvée, que croyez-vous qu'il puisse raisonnablement advenir de ce système en termes de fiabilité ? Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.